Alors, beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, certains ou certaines d'entre vous nous découvrent pour, la première fois et donc ça nous semblait important de nous présenter avec Louise pour savoir aussi, concrètement qui nous sommes pour pouvoir, vous donner tous ces conseils. Donc de mon côté, je m'appelle Élodie Sorgelos, donc ça fait maintenant près de 5 ans, que j'aide des personnes comme vous à investir dans l'immobilier locatif, mais vraiment avec pour, moteur d'avoir des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois ici chez nous en Belgique. J'ai à mon actif 52 unités de location. Je suis coach immobilier certifié, agent immobilier agréé IP, fondatrice du coup de Real Estate in Belgium et surtout du programme d'accompagnement, le Belgian Invest Club. Alors concrètement, comment est-ce qu'on vous aide au travers de Real Estate in Belgium? Tout simplement avec des coachings individuels et de groupe via par exemple notre programme phare, le Belgian Invest Club, des formations en ligne, des conférences, des séminaires, des vidéos sur YouTube, des lives comme ici, des masterclass, des podcasts, des articles de blog, des événements pour les personnes qui débutent, pour les personnes qui sont plus avancées. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et tous les profils. Et à chaque fois qu'on fait une présentation, on s'arrête sur cette photo qui nous tient à cœur de vous la présenter, de vous la montrer, tout simplement pour vous rappeler que Real Estate in Belgium, c'est surtout une communauté avec des profils divers et variés. Si vous regardez à l'écran, vous voyez clairement qu'il y a autant des femmes que des hommes, des jeunes que des moins jeunes, tous milieux sociaux, toute origine. Et vraiment, c'est important de vous dire qu'au final, si ces personnes, elles ont pu y arriver, vous le pouvez aussi. Elles n'ont rien de plus que vous. Elles ont un jour été à votre place, regarder une vidéo sur YouTube, regarder un live, une masterclass, et puis un jour, elles ont décidé, hop, de passer à l'action, et c'est ça qui a fait toute la différence dans leur projet immobilier. Donc vraiment, ne vous limitez pas. Si l'immobilier, c'est possible pour eux, ce sera possible pour vous aussi. J'ai également du coup publié mon livre qui s'appelle Rentable, emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique, qui est disponible sur notre site ainsi que sur Amazon. On est présent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On est également recommandé comme excellent sur Trustpilot par l'ensemble de nos clients. Donc Trustpilot, c'est quoi? C'est un logiciel qui vérifie les avis clients et donc on le voit directement ici, on est une entreprise vérifiée et donc à chaque fois, on a nos clients qui peuvent laisser un avis sur les services qu'ils ont contractés, que ce soit un coaching, une formation. Donc, c'est beaucoup de retours d'expérience de leur part. On a plus de 200 avis sur cette plateforme-là. Donc, c'est très intéressant si vous avez envie de creuser un petit peu plus. Vous tapez Trustpilot, Real Estate in Belgium et vous avez tous les avis. Et dans la même lignée, on est également recommandé comme excellent sur Google My Business. Donc, ça vous montre aussi à quel point on est un organisme sérieux, à quel point avec Louise, on a à cœur de vous aider dans vos projets immobiliers, quelque part comme si c'était les nôtres aussi, parce que vraiment, les buts, c'est que l'immobilier puisse être mis au service de votre vie et non pas l'inverse. Alors du coup, moi c'est Louise Maton, donc je suis coach et investisseuse en immobilier. Donc j'ai investi dans l'immobilier depuis 2014 dans la région de Mons. Aujourd'hui, j'ai 17 unités en location et je suis j'essaye en tout cas d'aider au mieux les gens pour qu'ils puissent éviter les erreurs et être garant en tout cas de la rentabilité de leur projet. Je les accompagne comme si c'était mes propres projets. J'en dormirais pas la nuit si c'était autrement, de toute façon. Donc je suis même encore plus sécurisée avec les gens que j'accompagne qu'avec moi-même. Donc ça, il faut bien le savoir dès le départ. Alors, je n'arrive pas à passer la slide. Est-ce que tu sais le faire pour moi? C'est moi qui dois les passer. Alors du coup, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et plus vite évidemment, et je suppose que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Du coup, c'est le même principe qui nous a permis à deux de cofonder Find My Invest. C'est une société de chasse immobilière pensée par des investisseurs pour les investisseurs. Et donc, il faut savoir que Find My Invest, l'idée, c'est de chercher le bien à votre place sur base du cash flow positif et sur base des techniques qu'on enseigne tout simplement dans la formation. Yes. Et donc, comme on vous disait en amont, on est là ce soir pour pouvoir répondre à vos questions, qu'elles soient d'ordre personnel par rapport à un projet que vous avez en cours ou futur, que ça soit également par rapport à des thématiques. Bref, c'est vraiment assez vaste. Donc, on vous passe la parole. C'est votre moment. On est là pour vous apporter un max de valeur ce soir avec Louise. Donc, on vous écoute. Le chat est à vous. Posez-nous vos questions et on y répondra avec
avec grand, grand plaisir. Alors peut-être en attendant les premières questions, il y a toujours des questions, qui nous sont posées, régulièrement. Je pense que c'est un petit peu sur toutes les bouches, aujourd'hui, c'est la question du PEB. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui, sont inquiètes par le PEB. «Tiens, si j'achète un bien aujourd'hui, est-ce que je dois faire attention au PEB? Demain, on aura peut-être des difficultés à louer avec des mauvais PEB» et cetera. Et donc, il y a évidemment, plusieurs réponses à voilà, à cette question et surtout, il faut être rassuré par rapport à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que nous, la manière dont on voit l'investissement locatif aujourd'hui, c'est de partir sur un bien qu'on va rénover. Tout simplement pourquoi? Pour créer de la valeur dans le bien, pour pouvoir créer de la plus-value, pour pouvoir enchaîner plus facilement les investissements immobiliers. Et donc, à partir du moment où on fait de la qualité et où on donne de la valeur dans le bien, eh bien, évidemment, on va faire les choses correctement. Donc, il faut savoir que d'ici une dizaine d'années, on ne pourra plus mettre en location un bien en dessous d'un PEBC. Il faut savoir que si on respecte les règles de base en termes de rénovation, c'est-à-dire double vitrage, chauffage central, une isolation correcte au niveau du toit, on arrive déjà à un PEBD assez facilement. Et donc, il faudra juste faire un tout petit effort supplémentaire pour arriver au C. Et ça, on a 10 ans pour le faire. Donc, soyez rassurés par rapport à, je veux dire, aux PEB qui peuvent être parfois un peu mauvais. L'idée, en tout cas, c'est de rénover pour offrir quelque chose de qualité. Et finalement, on arrive assez facilement à du D, voire même à du C. Alors évidemment, ce qui est parfois problématique, c'est quand on achète des choses qui sont plus ou moins en ordre. Et c'est là que ça peut poser problème, parce que quand on achète quelque chose qui est plus ou moins en ordre, ben, on est un peu embêté de devoir démonter des choses qui sont plus ou moins en ordre, justement pour améliorer le score. Et donc, il faut savoir aussi qu'un auditeur PEB aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas apporter la preuve qu'il y a bien une isolation dans la toiture, par exemple, et que voilà qu'on est par exemple obligé de faire un trou dans le gyproc au niveau de la toiture pour le montrer, ben, généralement les gens ne le font pas. Et donc, à partir du moment où il n'a pas la preuve, enfin une preuve acceptable, eh bien, il ne le compte pas dans le PEB. Donc, même si parfois vous avez de l'isolation dans la toiture et que vous ne pouvez pas le prouver, eh bien, ce n'est pas compté dans le, je veux dire, dans l'audit. Et donc, parfois, on se retrouve avec des maisons qui ont été correctement rénovées, mais dans laquelle on ne peut finalement rien prouver, parce que peut-être que monsieur, madame ont rénové eux-mêmes, ils n'ont pas pensé à faire des photos, ils n'ont pas pensé à garder les factures, les tickets de caisse, etc. Et du coup, eh bien, on se retrouve avec un mauvais score, or que réellement, à l'intérieur de la maison, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc voilà, soyez rassurés, en tout cas par rapport au PEB, il y a quand même des solutions pour pouvoir arriver au C à terme d'ici une dizaine d'années. Yes, et c'est super important effectivement de le préciser par rapport à tout ça parce que c'est une question qui revient super souvent et donc clairement d'emblée c'était important. On a une question de Igor qui nous dit comment négocier avec le vendeur en cas de constatation d'une infraction urbanistique. On demande la régularisation ou une baisse du prix. Alors, il faut savoir du coup, Igor, que demander une régularisation, si c'est une petite infraction, si c'est plutôt une irrégularité, ça peut se demander et ça peut être facile entre guillemets de le faire. Maintenant, derrière, c'est quelque chose qui va être compliqué parce que parfois ça peut prendre des mois. Les vendeurs, bah, s'ils vendent, c'est qu'en général, ils ont envie de liquider le bien, parfois pour des situations dramatiques ou autres. Et donc, il vaut mieux à ce moment-là négocier une baisse de prix plutôt que si c'est une procédure qui est longue, avec vraiment une grosse infraction et pas une irrégularité, le faire soi-même. Attention qu'il faut bien se renseigner en amont pour savoir si c'est possible de la régulariser ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, un petit coup de fil à l'urbanisme, ça demande pas grand chose, mais c'est quand même toujours intéressant aussi. Effectivement, et du coup, même par rapport à la négociation, moi je préférerais regarder en amont et faire toutes les démarches en amont pour savoir si c'est bien régularisable ou non, et avoir un prix moins cher et régulariser l'infraction moi-même. C'est comme ça qu'on fait une bonne affaire, évidemment. Donc si vous demandez au vendeur de le régulariser, il y a de fortes chances que pour que le vendeur, une fois que ce soit régularisé, il remette le bien à la vente bien plus cher qu'au prix où vous auriez pu l'avoir. Donc voilà, c'est le genre de truc. En tout cas, je vais surtout pas demander au vendeur ni lui expliquer comment faire pour régulariser son bien, histoire de tirer un petit peu la couverture vers moi et de pouvoir négocier sur cette base. Yes. Du coup, on a une question, tac tac, donc au niveau de Cédric.
Bonsoir, je suis propriétaire de mon bien que j'occupe et j'aimerais investir. Ma question se pose au niveau des fonds propres. Y a-t-il moyen aujourd'hui de faire appel aux banques sans fonds propres? Alors ça, c'est une question qui revient très très souvent, la question du crédit à 125%. Clairement, oui, il est possible encore d'obtenir un financement à 125% à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, eh bien, il y a des conditions. Alors toi, dans ton cas, Cédric, donc tu es propriétaire d'un bien que tu occupes. Il faudrait voir concrètement quand est-ce que tu as acheté le bien. Est-ce que du coup, la valeur du bien est quand même largement supérieure au solde restendu de ton crédit? Et si est ce qu'on appelle de l'argent qui dort, qui est immobilisé dans ton bien immobilier, à ce moment-là, alors tu pourras effectivement le mettre en garantie, soit en faisant une mise en garantie classique, soit en faisant un refinancement. Et donc ça, c'est déjà deux possibilités pour se faire financer à 125%, soit en faisant ce qu'on appelle un nantissement, et donc bloquer sur un compte une somme d'argent, une épargne pension, une IP, une PLCI sur un indépendant en société, une assurance groupe, des actions, bourse, ce genre de choses, pour pouvoir rassurer la banque et aller chercher un effet de levier à 125%. Donc je dirais que c'est vraiment du cas par cas en fonction de la situation de chacun. Mais oui, sur le principe, c'est toujours possible encore en 2023. Alors, du coup, on a une question d'Abderrahman. Est-ce qu'investir pour la première fois dans un immeuble de rapport est trop ambitieux, en sachant que les immeubles de rapport sont coûteux? Alors, en fait, ça va dépendre un petit peu du budget que tu as envie d'allouer, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant: «Ah, mais moi, j'aimerais bien investir dans un immeuble de rapport». Oui, ok, mais tu gagnes combien? Parce que quand on choisit d'aller sur les immeubles de rapport, eh bien, il faut avoir évidemment la capacité d'emprunt. Non seulement il faut avoir la capacité d'emprunt pour pouvoir emprunter au minimum à hauteur de 200-250 000 euros. Ça, c'est le minimum dans la région de, voilà, dans la région de Charleroi aujourd'hui. Mais une autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir, par exemple, à 125% ou à 100%, on emprunte au niveau de la banque à une quotité 80%. Et donc, sur un investissement à 250, 300 000, on évite entre 100 et 150 000 euros d'apport. Et donc, si tu n'as pas cet apport, eh bien, tu auras beau vouloir investir dans un immeuble de rapport, malheureusement, tu vas être un petit peu bloqué au niveau des fonds propres. Parfois, on a la capacité d'emprunt, mais on n'a pas les fonds propres pour pouvoir, pour pouvoir correspondre finalement à ce que veut la banque. Il faut savoir aussi qu'un immeuble de rapport, certes, c'est quand même un petit peu ambitieux, en tout cas quand on démarre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a beaucoup d'immeubles de rapport qui sont en vente, mais il y en a beaucoup qui sont en infraction urbanistique. Et donc, c'est un petit peu un parcours un parcours semé d'embûches, parce qu'il faut faire énormément de vérifications en amont. Il faut parfois se rendre en personne à l'urbanisme, parfois on arrive à avoir les infos au téléphone, parfois il faut envoyer des mails, parfois, il faut faire quand même pas mal de recherches. Parfois ils sont régularisables, parfois ils sont régularisables, mais pas sur le nombre d'entités que le vendeur veut réellement vendre. Et donc, il faut vraiment être sûr et certain de savoir ce qu'on fait avant de faire une offre. En tout cas, il faut mettre toutes les clauses qu'il faut pour pouvoir se dépêtrer en cas de découverte de quelque chose qui ne va pas dans l'immeuble de rapport. Et alors, il faut savoir aussi, c'est que les immeubles de rapport aujourd'hui ne sont pas plus rentables qu'une petite maison en location classique. Or, que les petites maisons en location classique, c'est beaucoup plus simple à trouver qu'un immeuble de rapport. Parce que si vous voulez être rassuré sur tout le processus et que vous achetez un immeuble de rapport, prenons l'idée que vous achetez un immeuble de rapport qui est conforme au niveau urbanistique, ça c'est déjà une première chose, mais est-ce qu'il va être conforme au niveau des pompiers? Ça va être une deuxième chose. Alors, en admettant que tout soit ça conforme, bien, on est sûr et certain que du coup que le prix augmente, et on a tendance à observer quand même sur le marché que la rentabilité des immeubles de rapport diminue un peu par rapport finalement au prix des petites maisons, des petites maisons à louer, 2 ou 3 chambres, par exemple dans le Borinage autour de la région de Charleroi. Donc les immeubles de rapport, ça peut être une bonne idée, mais attention, et ça peut aussi ralentir le processus d'investissement, parce que comme c'est dur à trouver, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, tandis qu'une petite maison en location classique ou un appartement, eh bien, en un mois, 2 mois grand max, l'affaire est dans le sac, et on peut vite aller à la recherche d'un second. Donc, il faut savoir ce qu'on veut finalement.
Yes, tout à fait, et c'est toujours bien de le préciser. On a une question de Romane qui dit combien avoir de côté approximativement pour se lancer dans l'immobilier lorsqu'on a déjà sa résidence principale. Alors ça va rejoindre un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec le financement à 125%, dans le sens où, Louise vient de le dire, la banque en général, elle va demander un apport à hauteur de 20% de quotité, puis après tout ce qui est pour les frais de notaire, donc droits d'enregistrement et frais d'acte de crédit. Ça, c'est la règle de base, donc ça supposerait quand même d'avoir un minimum de fonds propres pour pouvoir faire, par exemple, un projet dans les 200 000 euros. Quand on paye ce qu'on doit apporter en apport pour les frais de notaire et pour les 20% de quotité, on est quand même facilement entre 70 et 80 000 euros, dépendamment de si le bien a des travaux ou pas. Donc ça, ce serait la somme à avoir s'il n'y a pas de possibilité de mise en garantie d'un bien, par exemple pour un bien classique à 200 000 euros. Par contre, tu as peut-être un coup à jouer avec ta résidence principale, comme j'expliquais tout à l'heure pour Cédric, dans le sens où, en fonction de quand tu l'as acheté, si tu as fait une bonne affaire, que tu as éventuellement fait des travaux, qu'il y a une plus-value dedans, qu'elle vaut plus que le solde restant dû et qu'il y a donc de l'argent qui est mobilisé dedans, tu peux utiliser ça pour créer un effet de levier derrière et investir, et donc devoir mettre moins de fonds propres, voire refaire des refinancements, et voire dans certains cas ne pas mettre de fonds propres du tout. Donc il faut d'abord creuser cette question. Mais si vraiment on part sur un montant de cash en tant que tel, pour un deuxième projet, forcément, si on fait un projet plus petit, dans les 120, 150 000 euros, il faut moins que ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Mais on va prendre un projet dans 200 000 qui n'est pas déconné, entre guillemets, si je puis dire, quand on voit les prix à l'heure actuelle. On peut tabler vraiment sur 70 à 80 000 euros. Du coup, il y a une question également de Igor. Je ne sais pas si tu la vois, Louise. Non. Est-ce une bonne stratégie de vendre des biens qui sont amortis, récupérer des fonds et le réinvestir dans des biens plus importants? C'est mieux de les garder et de les utiliser en garantie. Alors, ah oui, je vois la question maintenant. Alors, par rapport à cette question, ça va dépendre un petit peu de la stratégie. C'est est-ce que tu as besoin de ces fonds maintenant pour pouvoir réinvestir dans un autre projet ou est-ce que tu en as pas besoin? Ce bien-là, en fait, ça va dépendre un petit peu, où est-ce qu'on en est dans le niveau d'usure. Si c'est un bien qui a 15-20 ans et que tu vas devoir réinjecter pas mal de fonds propres finalement pour pouvoir le remettre à neuf, la question se pose: est-ce que ça va pas te revenir plus cher de rénover le bien, maintenant, que de le revendre et d'empocher finalement les plus-values que tu as? Ou est-ce que ça vaut mieux finalement de le rénover maintenant puis de le remettre en garantie pour acheter d'autres projets? En fait, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à l'instant T par rapport à ce projet-là. C'est juste que, en fonction de ta stratégie, en fonction du moment, c'est est-ce que tu as besoin de fonds propres pour pouvoir avancer? Je veux dire, on n'a pas d'intérêt à vendre, pour moi, un bien si actuellement tu n'as pas besoin de fonds propres tout de suite pour un autre projet. On revend finalement, soit parce que le bien devient trop vieillissant et que ça commence à être coûteux en termes de rénovation, soit on profite finalement d'un changement de locataire en se disant bah, tiens, c'est toujours mieux de vendre vide, et du coup, c'est le bon moment potentiellement pour le vendre. Et donc, ça permet aussi de repartir avec des fonds propres pour pouvoir viser plus gros aussi. Voilà, par exemple. On peut aussi décider de revendre un bien en se disant, bah, tiens, là j'ai encore quand même pas mal d'autres crédits qui courent et je peux récupérer la somme et me dire, ok, finalement j'ai quand même pas mal investi dans l'immobilier, je suis bien maintenant avec ce que je gagne, eh bien je vais récupérer cette somme finalement pour réinjecter du cash dans mes autres crédits et pour diminuer et pour, je veux dire, pour voilà, soit pour clôturer mes crédits ou en tout cas pour avoir une plus petite mensualité et augmenter mon cash flow. Donc, c'est sincèrement, voilà, c'est au choix de chacun en fonction des stratégies et en fonction du moment. Ici, on est quand même dans une période un petit peu baissière, donc j'aurais tendance à dire que si tu as des biens à vendre aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment de le vendre cette année-ci. Attends peut-être voilà, un an ou deux que les taux rebaissent un petit peu, que le marché immobilier reprenne et pour vendre un peu plus cher que maintenant, par exemple.
Yes, tout à fait. L'idéal étant toujours d'acheter du coup dans un marché qui est plutôt baissier et de le revendre dans un marché qui est haussier parce que bah, c'est là qu'on arrive à obtenir un delta qui est beaucoup plus important. Mais c'est sur une échéance de temps aussi. Et puis bah, l'immobilier, forcément, c'est pas quelque chose qui est court terme non plus. Et donc, il faut bien penser à ça également.